tous et bienvenue sur notre live Facebook Wami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un live Facebook chien mais aussi chat, donc vous allez pouvoir poser des questions à notre vétérinaire Stéphane. Bonjour à tous, et comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en santé et en comportement, mais je ne pourrai pas répondre à des demandes de consultation, ça restera des demandes plus théoriques. On pourra parler du suivi de votre animal, de sa santé ou de son comportement d'une manière générale, mais pour des demandes de consultation, évidemment, il faut s'adresser à un vétérinaire. Donc voilà, vous allez pouvoir poser aussi bien des questions sur le comportement que de santé dans la mesure du possible. Alors si vous n'êtes pas au courant, le 31 mars, c'est la Wami's Run au Bois de Vincennes, donc à Paris. C'est un canicross et une canimarche solidaire au profit de l'association Chien Guide Paris. Le canicross est complet, il reste des places pour le canimarche et il y aura un village ouvert à tous. Donc on espère vous voir très nombreux le 31 mars. Surtout restez bien jusqu'à la fin de ce live Facebook pour tenter de remporter une Wami's Box. Donc c'est un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat qui comprend des produits d'hygiène, des jouets et plein d'autres surprises. Mais pour le moment on va passer à vos questions. Et c'est parti pour 30 minutes de live. Alors la première question est une question de Kitsune. Bonjour, j'ai une petite chihuahua de 2 ans qui est hyper émotive. Dans la rue, elle ne peut pas s'empêcher de courir vers les gens qu'on croise et leur sauter dessus. C'est très gênant, surtout qu'à ce moment, elle n'écoute plus rien. C'est encore pire qu'à la maison, quand j'en reçois des amis ou de la famille. Elle va absolument être le centre de l'attention et se fait pipi dessus dès que les personnes la caressent et se désintéresse complètement de ses maîtres. Voilà, donc que faire s'il vous plaît voilà. Est-ce qu'après l'avoir stérilisée, elle va se calmer On sent la demande à l'aide. Alors voilà. Attention à la stérilisation, on va en parler à la fin. Par contre, donc le comportement que vous décrivez, effectivement, une petite chienne très émotive, j'aime bien le mot que vous choisissez. Effectivement, elle a beaucoup besoin d'attention, comme souvent d'ailleurs cette race, c'est des chiens qui sont très très demandeurs et elle en est au point apparemment de faire pipi quand elle est en détresse et que personne ne s'occupe d'elle, effectivement. Donc pour ça, il faut voir au niveau de ses besoins d'attention. Si jamais elle n'est pas seule trop longtemps, par exemple, combien de temps elle a des périodes de solitude au cours de la semaine, ça ne dure pas trop longtemps, comment l'occuper pendant ce moment-là, éventuellement lui apprendre la solitude aussi, chez les petites races, ça peut être assez difficile, mais c'est un apprentissage qui peut prendre parfois du temps. Et par rapport à la stérilisation, il faut faire très attention à ça, car là, on a face à un problème d'anxiété. En fait, votre chienne est en détresse quand elle se sent seule. Et pour le coup, la stérilisation, je ne pense pas que ça viendra corriger ce type de problème. Donc attention, la stérilisation ne vient pas forcément en réponse pour corriger les problèmes de comportement. C'est que dans certaines situations. Et ça viendra du coup sur une prescription de la part d'un vétérinaire en comportement, mais utilisé dans certaines circonstances. En tout cas, une thérapie comportementale, c'est ça qui traite un problème de comportement. Donc de l'éducation, en l'occurrence, là je pense qu'il faut lui apprendre à gérer la solitude et à devenir plus indépendante. Et se faire aider par un éducateur spécialiste. C'est toujours bon à apprendre, quoi qu'il arrive. Si vous ne parvenez pas à le faire vous-même. Il existe beaucoup de façons de faire pour apprendre à un chien à être seul, lui apprendre progressivement à être seul. Mais par contre, l'aide d'un éducateur dans des situations comme la vôtre peut être très utile parce qu'il saura s'adapter à votre besoin en particulier. Et ça, c'est extrêmement important. Très bien, merci Stéphane. On a une question de Samantha, donc c'est peut-être une interprétation. Bonjour, une question, comment faire pour que ma minette et mon chat se sentent aimés à juste égalité? Il y a deux questions en une en fait. C'est comment faire pour qu'ils se sentent aimés, et après il y a la notion d'égalité entre les chats. Peut-être même pas eux ce sentiment-là. Effectivement, on pourrait se poser la question. Bon, concrètement, on n'a pas le sentiment, à travers de ce qu'on étudie en éthologie, qu'il y ait ce genre de besoin chez les animaux. On parlera donc de jalousie par rapport à ça. La jalousie implique un peu le sentiment de possession, qui sont des notions complexes que l'animal n'a pas. Effectivement, à partir du moment où on satisfait ses besoins, eh bien, il n'y a pas de souci d'égalité. Et si jamais il y en a un qui a par exemple besoin de 2 fois plus de caresses que l'autre, vous pouvez donner 2 fois plus de caresses à celui qui en demande plus. L'autre ne sera pas du tout jaloux et l'égalité n'est pas indispensable. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de connaître leurs besoins et d'y savoir y répondre, ce qui était un petit peu aussi votre question. Donc ça, comment savoir quels sont les besoins de son chat, comment faire en sorte d'être aimé par lui, ça dépend des chats, ça dépend de son tempérament, il y a différents types de besoins, mais globalement, le chat est un animal qui est assez indépendant, qui peut se passer effectivement contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure avec le chien, de beaucoup d'attention, mais il va avoir des besoins d'exploration, par exemple, des besoins d'activité, pour la recherche de nourriture, il aime bien quémander de la nourriture très souvent, il a aussi un peu de besoins sociaux, il est indépendant, mais il aime bien aussi les caresses de temps en temps, et ça dépend de son tempérament, donc ça peut être variable entre vos 2 chats.
D'accord, donc il n'y a pas un des deux chats qui va se dire elle m'aime moins qu'elle aime l'autre chat. Exactement. S'il y en a un qui demande plus de caresses que l'autre et que l'autre préfère rester effectivement à distance, eh bien leur relation est équilibrée, tout simplement, à partir du moment où chacun respecte les deux besoins qu'ils ont exprimés. Très bien. Une question de Cécile. Comment faire maigrir mes chats? Je leur donne des croquettes vétérinaires, mais pas à volonté. Et ce sont des chats d'appartement, ils jouent. Mais malgré ça, ils restent gros. Effectivement, quoi qu'il arrive, un chat effectivement passe beaucoup de temps à sortir et à se dépenser à l'extérieur, souvent sur une grande surface. Et en appartement, invariablement, ils ont moins d'activité. Donc on est obligé d'aller vers des régimes encore plus light. Alors c'est intéressant de passer sur des régimes light avec des croquettes dans un premier temps. Mais si ça ne suffit pas, effectivement, on peut aller plus loin. Parce que la croquette reste un aliment concentré par définition. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a 15% d'eau dedans, donc c'est très concentré. Et donc la solution, c'est tout simplement d'aller humidifier la nourriture du chat pour augmenter la part d'eau que ça contient. Ça va augmenter le volume en fait, et le chat sera calé plus rapidement, ce qui fait qu'il mangera moins. C'est ça l'objectif. Il y a plusieurs solutions. Déjà, les aliments humides contiennent 85% d'eau, donc ça fait des volumes beaucoup plus gros. Et de ce fait, vous pouvez diminuer la quantité de nutriments apportés, tout en restant avec une ration équilibrée. Et la deuxième solution, vous pouvez ajouter de l'eau, déjà en mouillant les croquettes, ça va les faire gonfler un peu, donc ça va faire qu'il va en manger moins. Et ma dernière petite recette aussi qui fonctionne très bien avec les chats, c'est les courgettes. Vous pouvez utiliser plusieurs types de légumes, mais les courgettes, ça a tendance à bien marcher en mélangeant. Ça leur plaît. Ça leur plaît. Ça reste pas un aliment qu'ils vont manger tout seul, mais quand vous le mélangez par exemple avec de la pâtée, disons que c'est un des légumes qui les fera les moins cuire. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de faire passer des rations plus diluées en calories et avec des légumes comme les courgettes qu'avec d'autres légumes. Et pour le coup, ça marche très très bien pour faire maigrir un chat, parce qu'à partir du moment où il va gonfler son estomac avec toute cette nourriture chargée en eau, qui prendra beaucoup moins de calories, vous allez pouvoir commencer à voir la différence. Alors on passe à une question chien de Missy. Que faire avec mon chien? Chaque fois que je vais travailler, il fait pipi dans la maison, même s'il a fait une balade de plus d'une heure, et que j'ai joué avec lui et les rassuré. À chaque fois, ça devient déprimant. Bon, que peut-elle faire? Là, on est un petit peu sur la même situation qu'à la première question, effectivement. D'ailleurs, elle décrit un peu le même comportement. On ne sait pas quel âge a le chien d'ailleurs, ça peut sûrement... Il est peut-être un peu plus vieux, mais finalement, le problème va être le même. Dans les deux cas, il n'a pas appris à rester seul. Alors, se pose la question de savoir, dans les deux cas, s'il ne reste pas seul trop longtemps, parce que madame, effectivement, témoigne du fait qu'elle le promène avant. Mais s'il est longtemps tout seul, effectivement, ça ne suffit pas. Concrètement, un chien, c'est un animal qui vit en groupe, en meute. Et donc, même si on lui donne 2 heures de balade par jour, ce qui sont les recommandations effectivement usuelles pour les promenades, si à côté de ça, il reste 8 heures tout seul, eh bien, il peut ressentir de la détresse liée à ça. Il y a d'une part le besoin d'activité, d'autre part, le besoin d'attention consiste à avoir des contacts avec des humains ou d'autres chiens. Et donc, déjà voir d'une part si effectivement ces besoins sont satisfaits à ce niveau-là, quitte par exemple à utiliser des systèmes de gardiennage avec des gens qui viennent promener le chien pendant les périodes d'absence pour qu'effectivement il ait moins ce sentiment de solitude. Et après ça, l'apprentissage de la solitude que j'ai évoqué tout à l'heure, donc apprendre progressivement par habituation à son chien à rester seul de plus en plus longtemps. C'est un apprentissage qu'on peut faire avec des éducateurs, effectivement, pour limiter tout simplement ces phénomènes de peur, panique. Finalement, c'est beaucoup de stress qui provoque ces pipis lorsque vous partez. D'accord, très bien. On passe à une question de Monique. Bonjour, ma chatte a une dent qui ne tient plus et j'ai peur de lui retirer, elle ne se laisse pas faire. Mais est-ce qu'on doit déjà lui retirer? Alors, je vous souhaite du courage si jamais vous entreprenez d'en retirer cette dent toute seule. Je vous suggérerais quand même de passer par une clinique vétérinaire, surtout sur un chat, c'est la principale raison. Les chats apprécient mal la manipulation. Déjà, rien qu'en clinique vétérinaire, lors de l'examen, le fait de mettre un thermomètre dans les fesses peut souvent déclencher l'agressivité d'un chat. Et, on peut comprendre pourquoi, mais le chat est un animal sensible qui n'aime pas qu'on le manipule. Et la gueule, clairement, entre le thermomètre dans les fesses et la gueule, ce sont les 2 trucs à réaliser en dernier dans l'examen clinique parce que c'est les 2 trucs qui font réagir le chat. C'est très sensible pour lui. Donc si jamais en plus vous allez manipuler une dent qui potentiellement bouge, on n'a pas précisé si c'était une dent de lait ou si c'était éventuellement une dent qui bougeait autrement. Mais dans les 2 cas, de toute façon, il vaut mieux passer par un vétérinaire. Soit elle tombe toute seule et dans ce cas-là, effectivement, elle va tomber sans faire mal au chat. Mais ça peut arriver, c'est pas forcément inquiétant. C'est notamment le cas des dents de lait. J'ai mon chien qui a perdu une dent. Oui. Ça peut arriver, effectivement. Et notamment avec les dents de lait. Mais par contre, si jamais la dent est encore un peu fixée, le fait de vouloir essayer de la retirer de votre part risque de lui faire mal. Donc,
Il vaut mieux passer par une anesthésie et de la dentisterie comme on fait d'habitude lors des détartrages. Très souvent, il y a des dents qui bougent et qu'on retire à l'occasion des détartrages. Il vaut mieux voir à ce moment-là avec votre vétérinaire si c'est pas mieux pour essayer d'enlever cette dent. Surtout s'il y a une carie derrière. On reste sur une question chat de Marie. Pourquoi les chats ont souvent des problèmes de reins d'ailleurs? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les chats ont souvent des problèmes de reins? Et pourquoi est-ce qu'ils ont non, c'est juste pourquoi est-ce qu'ils ont souvent des problèmes de reins? Pour le dire simplement, le chat, c'est pas tous les animaux dans la nature, n'est-ce pas, avec des maladies métaboliques de base. Mais si le chat est si sensible au niveau rénal, c'est justement parce qu'il a besoin de beaucoup d'eau dans sa ration et qu'il mange une nourriture qui est très sec. Donc la meilleure façon de lutter contre les difficultés rénales du chat, c'est de lui apporter de l'eau. Normalement, il mange des proies dans la nature et les proies, ça contient 70% d'eau. Et contrario, du coup, le fait est qu'en fait, il y a plus de volume de nourriture dans laquelle il trouve de l'eau que de l'eau qu'il prend à part. Les gamelles d'eau qu'on met à sa disposition, c'est normal qu'on ne voit pas souvent aller boire. C'est dans le comportement naturel du chat de ne pas beaucoup boire, en fait. Et donc, pour corriger ça, pour éviter que son chat souffre de manière rénale, il ne faut pas hésiter à partir des gamelles d'eau au maximum dans son environnement pour le stimuler à boire. Et vous pouvez même utiliser les gamelles comme les fontaines à eau. Ça, c'est très intéressant parce que l'eau vive, l'eau qui coule, ça attire le chat. Donc, ça le stimule en plus à boire. Deux choses pour le stimuler, donc les eaux qui coulent et le fait de répartir des gamelles à différents endroits. Ok, très bien. On passe à une question de Salomé. Bonjour, comment éduquer un chat à ne pas grimper sur certains meubles? Il y a aussi ces griffes sur le tapis de mes colocs, malgré le fait d'avoir plusieurs griffoirs différents à plusieurs endroits. Alors, concrètement, il faut vraiment l'empêcher de grimper. On peut essayer, mais je peux vous dire que vous n'y arriverez pas. Un chat est indépendant et malheureusement, il a tendance à prendre ses décisions quoi qu'il arrive. À partir du moment où vous n'êtes plus là, il va aller explorer toutes les parties que justement vous lui interdisez quand il n'en a pas l'occasion. Donc, et de toute façon, il ira sur les meubles. Ça, ce qu'il faut réussir à faire, en fait, c'est aménager des espaces. Le chat est très ritualisé, il va toujours suivre les mêmes pistes. Pas hésiter par exemple à prévoir des escaliers d'étagères pour que le chat puisse les emprunter si vous ne souhaitez pas qu'il aille sur des commodes par exemple, vous avez des bibelots que vous ne voulez pas qu'il renverse. Mais il faut tenir compte du fait que le chat va avoir besoin d'explorer, en particulier dans les appartements, les choses comme ça, il explore les 3 dimensions. Ils adorent se mettre en hauteur, des choses comme ça, choses qu'on observe très souvent. Donc pas hésiter à leur préparer des parcours, c'est très intéressant en plus pour leur donner de l'activité parce qu'avec ces espaces en 3 dimensions, ça leur fait faire de l'exercice, ça leur donne de l'occupation, ça évite qu'ils s'ennuient, plein d'intérêts positifs. Et puis il y a de super déco maintenant au niveau des étagères, des ponts à chat, il y a des choses magnifiques qui se font. Donc il ne faut pas hésiter à aménager son intérieur pour son chat et du coup il évitera peut-être d'aller sur les meubles non désirés. Et après, il y avait aussi dans la question, il me semblait un truc sur les griffades. Oui, voilà. Il fait ses griffes sur le tapis. Et alors pour les griffades, ça fait partie du comportement naturel du chat d'aller entre guillemets marquer un petit peu son espace de vie avec ses griffades, ça lui permet aussi d'user ses griffes. Mais par contre, à la maison, c'est un peu le même problème, il va choisir des supports sur lesquels faire ses griffes qui ne sont pas toujours ceux qu'on veut et c'est très difficile de dévier sur ce qu'on veut. Donc déjà pas hésiter à lui en fournir des supports. Il y a de différentes natures, donc pas hésiter à en tester plusieurs. Si vous voyez que votre chat n'aime pas par exemple le carton, testez ceux qui sont faits avec des fibres ou des cordelettes. Testez notamment ceux qui sont faits aussi sur des supports cylindriques, testez les supports plats, mettez-les à la verticale, mettez-les à l'horizontale, enfin testez toutes les possibilités parce que tous les goûts sont dans la nature. Et plus vous ferez ça, et moins votre chat aura tendance à aller vers vos meubles. Par contre, c'est sûr qu'un canapé en cuir, c'est juste imbattable. Et ça, pour dévier un chat d'un tel support, à part ouvrir le canapé et le protéger, c'est quasiment impossible. Autant dire que c'est pour lui, c'est comme si vous lui mettiez le griffoir idéal, quoi. Les textures, tout ce qui lui plaît, donc l'odeur. Donc ça, c'est très difficile de les dévier. Il n'y a rien à faire au niveau des odeurs, il n'y a pas de produits. On peut utiliser des répulsifs à base de citronnelle. Moi, je parle souvent, les chats détestent les odeurs à base d'agrumes, mais on imagine mal entourer son canapé de citron très régulièrement. Ce serait efficace. Oui, les oranges avec des clous de girofle, on avait comme ça. Les oranges marchent aussi. Les citrons sont encore plus efficaces. D'accord. C'est un peu plus acide, mais les deux marchent. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas utiliser ça en permanence, on continue, on imagine bien que... Il y a un niveau d'adaptation à avoir quand on vit avec son chat, on vit un peu chez son chat et très clairement, il va exprimer ses besoins de cette sorte-là. Plus vous lui fournissez de griffoirs, moins il y a de chance. Lui proposer d'autres. Moins il y a de chances qu'il se dirige vers ça, surtout si vous lui proposez dès le départ. Que le chat est un animal qui s'habitue très vite, qui est très ritualisé, donc si jamais il prend direct le pli d'aller gratter du carton, plus tard il ne fera plus que ça.
Alors que si jamais il a testé le cuir, bah là c'est sûr qu'il va l'aimer très longtemps. On va pas tester. Très bien. Une question de Magali. Ma chienne a 3 ans et fait toujours ses besoins la nuit dans la cuisine. Voilà, que faire pour que ça cesse? Alors là, c'est de la propreté. Bon, la propreté pour le chien, ça consiste pas forcément à faire à l'extérieur, ou en général, ça consiste juste à pas se faire dessus. Et par conséquent, il peut apprendre des fois par erreur qu'il y a des moments où il peut faire ses besoins. Et en l'occurrence, je pense que elle a appris que la nuit, c'était un moment plutôt calme et tranquille où on pouvait se lâcher sans trop de difficultés. Sachant que les punitions, même si vous ça va être sur le fait. voilà, si c'est pas sur le fait, ça marche pas, ça commence à être connu, mais c'est toujours très difficile à appliquer. Donc pour le coup, comment réagir face à ce genre de situation? Eh bien, il faut clairement lui apprendre que faire dehors, c'est bien. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir intervenir de toute façon au plein milieu de la nuit pour éventuellement, par exemple, la mettre dehors et la récompenser à ce moment-là. Donc, il faut maximiser les récompenses dehors. L'éducation positive. L'éducation positive et à base de renforcement pour qu'à la limite, elle apprenne à se retenir pendant la nuit pour faire dehors. Et évidemment, vous pouvez tester après des exercices aussi pendant la nuit, essayer de lui faire, d'aller la voir et éventuellement d'aller la prendre dehors pour la récompenser dehors. Pas le faire systématiquement, c'est pas un apprentissage à mettre en place régulièrement, sinon on va apprendre effectivement ça prendre au milieu de la nuit, mais au moins pour intervenir la nuit, essayer de lui faire, de casser cette habitude qu'elle a de manifestement le faire systématiquement la nuit. Et honnêtement, vu qu'il y a déjà des apprentissages derrière et que ça semble durer depuis un petit moment, je vous conseille de voir avec un éducateur justement pour mettre en place la bonne thérapie comportementale, savoir à quel moment cibler les exercices. Tout cela va beaucoup dépendre en fait de vos habitudes avec votre chien, à quel moment vous le promenez, tout ça. Intervenir juste avant la nuit et juste au matin par exemple me paraît aussi de bons conseils, mais tout cela sera à voir avec un professionnel directement en relation avec vous par rapport à votre mode de vie, tout ça. Je pense que là ça peut être très intéressant effectivement de voir l'éducateur parce que on est face à un chien qui a déjà appris, en fait, qui s'est déjà habitué à la situation. D'accord. On passe à une question de Martine. Bonjour, mon chat a le nez qui coule quand il me fait de gros câlins, est-ce normal? Voilà. C'est inhabituel comme question pour le coup. Non, c'est pas tout à fait normal, effectivement. Bon, on pourrait se demander s'il n'y a pas un petit fond de coryza. Ça arrive sur les chiens aussi d'ailleurs, les chiens ont beaucoup. Ça peut arriver d'avoir le nez qui coule. Alors, les animaux peuvent avoir comme nous des petites maladies virales, on parle souvent du coryza chez le chat, mais après il existe aussi des maladies virales qui peuvent provoquer des petits écoulements du nez de temps en temps, ce qu'on appelle chez nous souvent le rhume. Mais chez les animaux c'est aussi décrit et très souvent ce n'est pas traité parce que ça passe comme chez nous très rapidement, 3-5 jours, et on a juste un animal effectivement qui avait un petit peu le nez qui coule. Ça se voit un peu plus chez les chiens d'ailleurs que chez les chats, mais chez les chats, très régulièrement, les nez qui coulent, c'est dû à une maladie virale qui est bien connue, qu'on appelle le coryza. Qu'ils ont toute leur vie, effectivement, ça peut provoquer des symptômes qui sont parfois pas plus élevés que ça, avec juste quelques écoulements du nez, parfois aussi au niveau des yeux, mais parfois ça n'évolue pas et ça reste stable comme ça très longtemps. Après, pourquoi là ça se déclenche au moment des câlins? Avec le ronronnement, ou en tout cas avec sa respiration particulière à ce moment-là, on peut imaginer que ça fait ressortir un petit peu ce mucus qu'il aurait en trop, sachant que manifestement, comme ce symptôme se manifeste qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut même parler de symptômes? En tout cas, ce n'est pas un cas sur lequel j'irais mettre en un traitement. Voilà, ça ne semble pas être du tout alarmant. Si vous voyez que le phénomène va en s'amplifiant ou que l'écoulement est tellement important que ça gêne pour respirer, ça va être un motif de consultation, effectivement. Mais pour le coup, si jamais ça n'évolue pas plus que ça, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, effectivement. Alors, on a beaucoup de questions sur la propreté. Une question de Maddy. Bonjour, j'ai 2 chiens que j'ai adoptés, cela fait déjà 3 ans. Ils ne sont toujours pas propres. Que faire? Ça devient un véritable problème, ça abîme son intérieur et cela ne plaît pas au propriétaire vu qu'elle est locataire. Que peut-elle faire? La propreté, ce n'est jamais évident, parce qu'il y a des chiens qui vont la prendre très très vite. Là, ça fait 3 ans déjà. 3 ans d'interaction, effectivement. Il y en a d'autres pour qui ça va peut-être coincer à un moment donné et après on s'enferme dans des cercles vicieux qui parfois peuvent durer pendant des années. Et donc là, je disais tout à l'heure, face à une situation qui pouvait potentiellement commencer à durer, d'aller voir un éducateur, là c'est clairement indiqué. Parce que je pourrais vous donner. Parce que après 3 ans, c'est. Complètement. Je pourrais vous donner effectivement plein de conseils sur l'éducation à la propreté du chiot, comme j'ai donné juste avant d'ailleurs. Et j'imagine que vous en avez déjà entendu aussi beaucoup. Mais là, c'est plutôt une aide personnalisée qui va vous être nécessaire, c'est-à-dire avec des démonstrations, on vous montre comment faire, on vous valide quand vous faites bien, et un travail progressif. Parfois, il ne suffit pas de beaucoup, il suffit 2, 3 ou 4 séances pour
qu'on ait pris exactement le mécanisme, la bonne habitude, le bon jeu de regard, ou même simplement qu'on perçoive effectivement à quel moment il y avait une petite habitude qui n'était pas forcément la bonne. Ça, parfois c'est très subtil, d'où l'intérêt vraiment de l'intervention du professionnel dans ce genre de situation. Parce qu'à mon avis, vous avez essayé l'éducation à la propreté, et si vous posez la question en ces termes, après 3 ans d'efforts et d'échecs potentiels, c'est qu'il y a une forme de découragement par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Et vous verrez, c'est ça. Surtout en tant que propriétaire, on prend soin d'eux, on les aime, donc on a l'impression de faire bien les choses. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on n'a pas forcément les bonnes cartes en main pour bien les éduquer. C'est pas une question de mauvaise volonté. Et 2-3 séances pour qu'après ça vous change le quotidien, en tout cas ça vaut la peine. Donc on vous le recommande. Alors on passe à une question de Sylvie. Mon chat stresse à cause d'un autre chat qui vient sur son territoire et il y a souvent des bagarres. Et mon chat est régulièrement blessé, mais maintenant il s'arrache des poils, donc ça doit vraiment le stresser. Comment faire, que faire? Ça, c'est pas évident à gérer, parce que là, vous allez donc il faut difficilement effectivement pouvoir gérer la densité de chats sur votre secteur, et en particulier si vous avez un gros matou très agressif vis-à-vis de ses congénères autour. Il faut savoir qu'il y a 13 millions de chats en France, que la densité dans une population sauvage sur une surface telle que la France serait bien inférieure à ça. Donc très souvent, les chats vivent dans une certaine promiscuité. Promiscuité qui... Bon, ils peuvent s'y adapter, hein. On constate dans certains endroits, par exemple, il y a certaines villes en Italie, il y a beaucoup de chats qui vivent à l'extérieur et qui ne vivent pas forcément dans nos domiciles. Ils vivent en groupe. On a constaté, on a remis en cause la socialité du chat qu'on qualifiait de strictement indépendant avant. Maintenant, on dit qu'il est solitaire opportuniste, c'est-à-dire que par moment, il sait se mélanger. Mais voilà, ça dépend. Il peut y avoir un individu dans l'entourage de votre chat qui ne peut pas faire grand-chose à ça. Il y a beaucoup de pression et ça va être très difficile de lutter contre, à part en limitant effectivement les sorties de notre chat, ce qui n'est pas souhaitable pour le propre respect de ses besoins. Par contre, après, comment essayer de l'apaiser au niveau de son stress? Parce que là, effectivement, on a un stress qui en est au point que le chat manifeste sur sa peau. Alors là, essayez éventuellement de disposer, c'est là où les phéromones peuvent être utilisés, alors avec une marge de réussite qui est assez faible, mais ça vaut le coup quand même d'essayer, d'aller en disposer éventuellement dans le jardin ou voir si ça peut agir par rapport à la présence de l'autre chat sur son territoire ou apaiser le vôtre, sachant que ça peut aussi stresser, hein, donc c'est à double tranchant l'utilisation des phéromones, mais ça peut valoir le coup de diminuer le stress de votre chat et de tenter ce genre de thérapie. Et après, jouer sur des renforcements aussi à l'intérieur de la maison, car plus votre chat sera incité et resté, moins il sera potentiellement confronté à cet autre individu. Et après, les relations vont aller en se stabilisant au fur et à mesure qu'il s'habitue à cette présence, il finira par être de moins en moins stressé par lui. D'accord. Mais j'ai vu des cas assez durs où on voit carrément le chat rentrer dans votre domicile pour aller agresser votre chat. Ça arrive. Alors ça, il existe des chatières avec la possibilité qu'il y ait seulement le chat et ça peut être de la une maison solution qui rentre, pour effectivement créer un refuge à votre chat et lui permettre pour d'avoir... que les autres ne rentrent pas. Et ça, c'est important pour la gestion de son stress, effectivement. Pour qu'il se sente en sécurité dans son domicile, c'est déjà assez important. Alors on passe à une question d'Élodie qui est vraiment particulière. Bonjour, existe-t-il un lien entre une grossesse nerveuse chez une chienne, mamelle gonflée, production de lait, et la grossesse de sa maîtresse? Je vais vous répondre en vous disant que c'est une bonne question que la science aurait intérêt à développer pour répondre. Est-ce que c'est le fait d'avoir sa maîtresse enceinte qui ce désir aussi de... On pense qu'il y a un lien. On l'a constaté intra-espèce, on l'a constaté par exemple, je pense aux infirmières qui synchronisaient leur cycle de menstruation par rapport à ça. On pouvait avoir des phénomènes donc de synchronisation entre les individus. Très clairement, le chien, on pense qu'il est sensible à nos propres cycles sexuels, reproduction, et notamment effectivement que ça peut, entre guillemets, se percevoir d'une espèce à l'autre. Bon. Mais cela dit, à l'heure actuelle, et ça il faut être bien formel là-dessus, nous n'en avons aucune preuve scientifique. Savoir que par exemple, s'il y a un lien, ça veut dire qu'il y a des phéromones qui sont émises, et les phéromones en fait on n'en connaît pas beaucoup. La seule phéromone qui a été vraiment décrite, c'est une phéromone qui est émise par le lapin, chez le lapro, lors de la lactation et qui stimule la lactation de la femelle. On ne sait même pas finalement si des phéromones sexuelles, on qualifie souvent de phéromones sexuelles, sont réellement des phéromones.
Et donc, si potentiellement d'autres espèces peuvent les percevoir, les sentir, ce qui d'ailleurs n'est pas dans les définitions de phéromones, ça reste pas exclu, mais pour l'heure, il faut encore qu'on trouve la molécule en question. Et pour l'instant, on ne les a pas trouvées, tout simplement. Donc on le suppose, mais on ne le sait pas. Même si on le suspecte fortement. D'accord. Il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamiz Box pour votre chat ou votre chien. Et pour cela, il faut répondre à la question du jour qui est: quelle est la race de ce chien? Donc dites-nous votre réponse en commentaire et un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, on va vous dire la réponse à la fin de ce live. Et on termine encore par 2 ou 3 questions. Alors une question de Geoffrey. Bonjour, j'ai 3 persans à la maison que je ne laisse pas sortir par peur qu'il leur arrive quelque chose. Néanmoins, l'été et au printemps, je les sors dans la cour sous surveillance. Est-ce vital pour un chat de sortir? Est-ce qu'il faut absolument les laisser sortir ou pas forcément? Alors, cette question est intéressante parce que c'est finalement quelque chose qu'on observe très souvent, et notamment avec les chats de race, hein, ça peut être les persans ou pas mal des races aussi, une nouvelle mode, les Maine Coon, les Servals, les Bengales, des races qui sont effectivement commercialisées plus cher, et souvent les chats, les gens ne les laissent pas sortir par peur de se les faire voler, tout simplement. Parfois ça peut aussi être lié à un danger présent sur la route, auquel cas c'est carrément justifié. Mais dans tous les cas, donc la question se pose, est-ce que le chat a réellement besoin de sortir? Alors, son besoin naturel, ça c'est clair, c'est d'évoluer sur des grands espaces. C'est un animal qui parcourt des grandes surfaces, comme beaucoup, souvent les carnivores, en tout cas les prédateurs, et qui peut ressentir un mal-être lié au fait d'être enfermé. Il y a des chats chez qui ça va fatalement se traduire en problème de comportement, ou en tout cas en comportement, on va parler un petit peu de comportement répétitif, de TOC, ou de petits comportements qui ne sont pas forcément gênants, mais qui traduisent le fait que le chat n'exprime pas ses besoins comme il le faudrait. Donc, c'est à voir en fonction de vos chats, tout simplement, vu qu'ils ont toujours vécu en intérieur. Est-ce qu'ils ont des problèmes liés au fait qu'ils n'ont pas assez d'activité, une certaine frustration et l'enfermement? Est-ce que vous sentez le besoin de sortir, par exemple? Est-ce qu'ils se mettent souvent devant la fenêtre pour observer? Est-ce qu'ils miaulent aux portes ou des choses comme ça? Et comment est-ce qu'ils vivent la balade? Et à ce moment-là, vous pourrez répondre à la question pour savoir si vos chats en particulier ont un besoin indispensable d'aller dehors. Et à ce moment-là, en tenir compte par rapport aux sorties, en sachant que, oui, effectivement, il y a toujours un risque, mais gardez l'idée que le chat est un animal très craintif, comme le chien, il se dirigera peu vers les gens. C'est un animal qui est en général difficile à voler. J'ai souvent plus entendu parler de cette peur que d'entendu parler de cas où ça arrive réellement, tout simplement. J'ai entendu des cas de vol de chiens, ça, les chiens dans les jardins, ils se laissent attraper malheureusement facilement. Alors, allez attraper un chat que vous ne connaissez pas dans la rue, à moins que vos chats soient très sociables, auquel cas, oui, là, il y a danger. Si votre chat il va voir le premier inconnu qui croise dans la rue pour aller miauler, oui, bon, là, je comprendrais que vous ne les laissiez pas sortir, et effectivement. Mais dans d'autres cas, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose à craindre pour vos chats, et que le bonheur qu'ils auront à tirer de ces balades à l'extérieur vaut carrément, ce jeu-là vaut cette chandelle. Très bien. On termine par une question de Anna. Bonjour, mon chat creuse des trous partout dans le jardin, comme le chien. Pourquoi? Alors, le chat, en général, ne creuse pas de trous. Cela dit, le chat enterre ses proies. Ah, d'accord. La question est, est-ce que votre chat chasse? Et si oui, est-ce qu'il n'est pas juste en train de recouvrir ses proies? Alors, il recouvre aussi ses excréments, donc c'est aussi possible qu'il creuse là où il fait ses besoins. Mais voyez, essayez d'observer votre chat c'est très intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on observe si souvent que ça, des chats qui vont gratter autour de leur gamelle après avoir mangé ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à observer dans quelles circonstances il fait ça, essayer de voir ce qui précède, ce qui suit, etc. S'il creuse toujours au même endroit ou s'il innove à chaque trou qu'il creuse, ça peut être intéressant. En tout cas, ça reste un comportement naturel du chat dans certaines circonstances. Merci Stéphane. Et bien c'est la fin de ce live Facebook. La réponse à la question du jour était le Rottweiler. Malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous pouvez les poser sur la rubrique questions-réponses de notre site wamiz.com et un de nos experts, dont Stéphane, y répondra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une belle journée. Au revoir. À bientôt.